49 jours donc de traversée. Alors, 7 heures. hein 49 jours et 7 heures. Et 7 heures, excusez-moi. J'expliquerai pourquoi les 7 heures. Ah d'accord, ok. Pile un mois après avoir fait 14 années de prison, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous réenfermer après avoir connu un si long enfermement? Bien, parce qu'en fait, quand on a fait une longue détention comme ça, soit on sort et puis on essaye de vivre une vie normale en sachant que c'est une vie qui va nous obséder pendant très longtemps, soit on décide de faire quelque chose qui psychologiquement va nous marquer, va nous permettre de réellement passer à autre chose. Et c'était un moyen qui s'est présenté, c'était une opportunité que j'ai saisie. Et on a réussi à être deuxième sur 30 bateaux, donc c'était pas mal. Ah, vous avez bien ramé, hein, vous avez bien souqué. 49 jours donc et 7 heures, voici donc quelques images de cette grande escapade qui remonte à 97. Alors Pascal, nous sommes le 17, le vendredi 17. 5 jours que nous sommes partis. Qu'est-ce que t'en penses, Marcel, de tout ça? Ben, je pense que c'est pas mal, en plus là on a du calme. Donc moi j'aimerais bien qu'on aille un peu plus vite. T'es pressé d'arriver? Je sais pas si. Non, je pense pas que je sois pressé d'arriver, mais tout en l'étant un petit peu, mais. Non, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à suivre le programme qu'on s'était fixé. C'est-à-dire? Ben, on s'était fixé entre 60 et 70 000 par jour. Les 60 000 on les a fait au début, puis au fur et à mesure, chaque jour on perd un peu quoi. Et là on arrive à passer la barre fatidique des moins de 50 000 par jour. C'est dû à quoi? Bah, c'est dû au manque de vent, manque de courant, il n'y a plus rien, hein. Là on est en pétole. Complète, donc c'est la merde quoi. Donc c'était une course hein, quand même. Oui, Ouais. c'est une course. Vous avez fait deuxième sur 30, c'est pas mal. Ouais. Alors, quelle est l'importance de ces 7 heures dont vous nous parliez là? Alors en fait, la raison, c'est que l'arrivée de l'île, puisque nous sommes partis donc des Canaries, on a traversé l'Atlantique et on est arrivé aux Antilles. Et l'arrivée était de l'autre côté des Antilles, c'est-à-dire qu'il fallait contourner l'île par le nord pour arriver sur la façade est. Qui était l'arrivée La officielle? façade ouest de C'est l'île. l'arrivée officielle quoi. L'arrivée officielle. Ouais. Alors le problème, c'est qu'on a viré un peu large à cause de bateaux accompagnateurs qui nous ont prévenu qu'il y avait un récif. Donc on a viré un peu large et l'île qui n'est absolument pas haute et le vent qui soufflait par-dessus l'île nous a projeté au large. On a failli ne pas arriver mais continuer plus loin et arriver aux États-Unis. Donc, plutôt la Guyane d'ailleurs. Ouais. Mais donc on a dû tirer des bords, pour ceux qui font un peu de voile, ils sauront ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on tire des bords comme ça pendant 5 heures pour arriver à franchir la ligne d'arrivée. La promiscuité avec Joe Le Guen, donc, qui vous accompagne et qui vous a embarqué, si on peut dire, dans ce projet, est-ce qu'elle a été par moments difficile à vivre? Pas pendant la traversée, ça s'est vraiment très très bien passé. Bon, nous sommes deux personnes de tempérament. Joe Le Guen qui avait déjà fait une traversée en solitaire avant, je dirais un caractère bien trempé. Et donc les 8 mois qui ont précédé la traversée, parce qu'en fait j'ai bénéficié d'un chantier extérieur qui n'est pas une mesure exceptionnelle, hein, parce que plus de 2000 détenus en France en bénéficient par an. C'est-à-dire que pendant votre détention, vous avez pu participer à la fabrication du bateau, quoi. Voilà, c'est-à-dire non, les finitions du bateau. Finition. Puisque le bateau a été construit à la centrale de Moulin-Isère par des détenus de longue peine. Et le bateau est sorti de la centrale, de l'atelier, pour après venir à Brest. Donc on est allé le chercher, on l'a ramené à Brest. Et moi j'ai fait les finitions dessus. Mais moi j'ai donc bénéficié d'un chantier extérieur pendant 6 mois. Les 6 derniers mois de ma peine sur une peine de 22 ans de réclusion criminelle. En fait, qui a été divisée en deux, puisque j'ai eu une peine de 10 ans et une peine de 12 ans. D'accord. D'où les peines à tiroir dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc vous dites, non, pendant la traversée, pas de promiscuité, mais quoi? Mais après, mais avant? Avant, surtout avant. Ouais. Avant, il y a eu beaucoup de conflits du fait que lui avait déjà fait une traversée, connaissait bien l'univers marin. Moi, je le connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est lui qui avait choisi. Il y avait 30 candidats pour partir avec lui, et c'est lui qui m'a choisi. Et il m'a mis vraiment à la preuve pendant 8 mois, jusqu'au jour où j'ai embarqué dans le bateau pour le vous avez départ. poussé à bout, quoi, pour voir si vous supporteriez. Voilà. Comment? Oh, ça allait par constamment me malmener à l'entraînement, par constamment être derrière moi à me critiquer, me dire que je n'étais pas fait pour cette histoire, etc. Mais je crois que finalement, il a voulu se rassurer lui-même en faisant ça, et être sûr qu'il ne se trompait pas. Vous êtes rebellé à un moment ou vous êtes laissé faire en disant que c'était le jeu? Non, moi je me suis dit que ça faisait partie de l'histoire et que en fait c'était moi qui avais tout approuvé. Ah bon, vous avez jamais gueulé, vous avez jamais levé la main? Ah, jamais levé la main, mais par contre gueuler, oui, ça m'est arrivé une fois ou deux quand il allait un peu trop loin. Oui. Ouais. On revient en comparaison entre la cellule et la mer. Est-ce que l'infini peut être aussi oppressant qu'une cellule? Non. Non, parce que dans une cellule, on est vraiment seul. C'est-à-dire qu'une cellule, c'est vraiment le bout du monde et on sait qu'on n'y verra personne et personne n'ira nous y chercher.
Alors que dans l'océan est plein de vie, quoi. Il y a les oiseaux, il y a les poissons, La lumière qui change. ça bouge toujours. On ne s'ennuie vraiment jamais en mer. Le seul parallèle que je trouve, c'est la lenteur. Parce qu'en fait, que ce soit en prison ou sur une traversée à la rame, ça n'avance pas. C'est-à-dire que quand on rentre en prison, au départ, on n'est pas condamné, donc on ne sait pas pour combien de temps on va y rester. Donc on attend, la première chose, c'est le jugement. Ensuite, on attend les conditions, on attend le moment où on va remplir les conditions pour pouvoir demander une permission. Et après, le moment, l'échéance finale, qui sera la libération. Dans une traversée de l'Atlantique à la rame, c'est exactement la même chose. On rame tous les jours 10 heures par jour. Et on n'attend qu'une chose, c'est que nos 5 quarts de la journée se finissent pour pouvoir enfin aller se coucher 4 heures. Parce qu'on dort 4 heures par jour. Et ça dure 49 jours. Ouais, 49 jours. Et 7 heures. C'était votre sas de décompression à vous. Vous êtes passé par un sas hospitalier. Combien de temps ça a duré, vous, après les 317 jours de détention? Simplement une semaine et puis un peu d'isolement après à la montagne et un petit peu loin de France pour reprendre pied doucement. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de réinsertion, Très de bien, réinsertion, si on peut Très dire? bien, moi c'est quelque chose que j'aurais bien fait. Je peux partir aller faire de la voile avec des copains ou partir en montagne, une belle randonnée ou faire un peu d'escalade. C'est quelque chose que j'aurais bien fait. Bon, physiquement, j'étais pas très costaud quand je suis sorti, mais après quelques mois, c'est quelque chose que j'ai plaisir à faire. Et je crois qu'il a tout à fait raison quand il parle de la durée d'un jour et le temps qui passe lentement. C'est terriblement long un jour. On ne s'en rend pas compte quand on bosse et qu'on court sans arrêt toute la journée. Mais imaginez, oui, ou des gens, par exemple, des gens qui sont malades, qui sont rivés sur leur lit. Et qu'est-ce que c'est long un jour? Qu'est-ce que c'est long? Malika, vous pensez comme Vincent, est-ce que vous auriez... vous ne saviez pas quand vous alliez sortir, c'est assez récent encore, hein, c'est après 20 ans de détention. De quelle vie, dans quelle vie vous êtes arrivé après votre sortie des prisons marocaines? Écoutez, à notre sortie en 91, on s'est retrouvés au Maroc. Donc, quelque part, ça a été les retrouvailles. On a retrouvé le monde des vivants, parce que c'était ça. C'était rester des heures à voir les gens marcher. Donc évidemment, j'aurais tellement souhaité vivre un petit peu la même expérience. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'une expérience comme celle-ci n'est pas indispensable? Si, souhaitable, et c'est dans l'intérêt du prisonnier. Parce qu'il y a de telles séquelles, et puis on ne peut pas sortir de l'isolement total et retrouver le monde et le monde des vivants comme ça aussi brutalement, sans être préparé, armé. Parce que d'une part, il faut se familiariser avec la lumière, l'espace, parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher. La notion déjà de monter des marches, c'est un effort incroyable, sans perdre l'équilibre. Il y a le bruit, évidemment, c'est se retrouver dans la rue, le bruit vous agresse, vous fait peur. Et c'est le mot, évidemment, le mot effroyable pour le prisonnier, c'est justement cette peur. C'est qu'on a l'impression qu'en quittant sa cellule, on est guéri et puis on oublie. Mais finalement, quand vous retrouvez la vie, c'est ça, vous renouez avec la peur et tout vous fait peur. Malika, vous avez pris combien de temps avant de sortir, que vous alliez sortir? Une semaine. Une semaine, après 20 ans de détention. J'ai demandé à Jérôme Michaud-Larivière de venir nous joindre sur ce plateau, s'il vous plaît, Jérôme. Vous êtes écrivain, Jérôme, auteur en particulier d'un livre qui s'appelle Le Chant du braqueur, qui a été publié chez Julliard, un roman qui n'est pas de cette année, hein, qui est de quand? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Avant qu'on parle de vos personnages, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'écrire un bouquin sur les différentes composantes de l'enfermement? J'ai observé qu'après 3-4 livres, j'ai regardé comment je vivais, et c'est assez curieux la vie d'un écrivain. Ça sert à rien aussi. Comme diraient les sœurs. Comme disaient les sœurs. Et la vie d'un écrivain, c'est quand même beaucoup d'heures seul, entre 4 murs. Que ce soit une chambre de bonne, si on n'a pas beaucoup d'argent, ou un château. C'était plutôt une chambre de bonne pour vous, hein, j'ai l'air, sans doute, peut-être. Parce que vous nous avez dit, c'est pour ça que je me suis permis. J'ai commencé par une chambre de bonne. Ouais. Mais néanmoins, l'épreuve du temps, du quotidien, c'est ça, c'est être tout seul, tout seul, tout seul. Et pourtant, on est très, très libre, parce qu'on convoque, comme disait monsieur, 1000 personnages, son imaginaire, et on fait vivre tout ça. Et quand la journée est finie, cependant, on reste enfermé dans son histoire, parce qu'elle continue à travailler en nous. Donc c'est assez curieux. Et un jour, pour vous répondre pour ce livre-là, je vois un reportage à la télévision sur des détenus
Un garçon qui était rentré dans le cycle infernal carcéral dès l'âge de 12 ans, et qui en était à une dizaine d'années d'enfermement, d'isolement. Donc une histoire réelle. Hein. Ouais. Réel, il témoignait et il était bouleversant. C'était le plus jeune prisonnier de France, c'est ça? Il est rentré à 15 ans à Fresnes, oui, comme le plus jeune détenu de France. Ce garçon était bouleversant dans la manière d'exprimer ce qu'il ressentait du monde. En fait, du monde, il ne connaissait rien. Il avait 22 ans dans le reportage, il était rentré à 12 ans. En 10 ans, il n'avait connu qu'un seul mois d'août, dehors. Ce garçon avait très peu de vocabulaire et donc le peu d'écriture qu'il avait appris gamin, il l'a perdu très vite dans le cycle des maisons de redressement puis dans la prison. Et il avait à peu près 100 mots de vocabulaire à sa disposition. Et je me disais, à quoi ça sert d'être un écrivain si c'est pour se regarder le nombril? Peut-être il y a une vocation aussi à porter la parole de ceux qui n'ont pas les mots pour le dire. Voilà. Et donc j'ai été le voir. Oui, pardon. Vous avez été le rencontrer, vous avez parlé longuement avec lui, Oui. ça vous a permis donc de mieux cerner les contours de ce personnage, dont vous êtes indirectement inspiré pour raconter votre histoire, et vous avez comparé son destin à une autre personne qui cette fois qui avait été enfermée, et qui cette fois avait choisi l'enfermement. Il s'agit d'une jeune spéléologue qui avait choisi de descendre combien de temps sous terre? 111 jours, elle est restée. 111 jours, et qui, je ne sais pas si c'est lié, s'est suicidée quelques semaines après être remontée à la surface. Combien de temps? Un mois, je crois? Non, quelques mois. Quelques mois après. Et elle a écrit un livre. Et de la même manière, j'ai lu ce livre. Et ce livre n'arrivait pas à exprimer, au fond, le bouleversement que la grotte avait opéré en elle. Et donc, je me suis dit aussi, voilà une vocation d'écrivain, essayer de dire pour elle ce qu'elle n'a peut-être pas pu dire. En fait, ce sont des vies extrêmes. Hein. C'est pas la vie comme... Je ne sais pas à quel âge vous êtes rentré dans le cycle carcéral, mais... C'est très différent. Vraiment dans le cycle carcéral, quand j'étais arrêté en 65, donc j'avais 41, 61, 24 ans, 25 ans. Vous étiez déjà un homme avec des expériences de vie assez larges. Plus qu'à 15 ans, quoi. Plus qu'à l'âge de Oui, 15 ans. Plus qu'à 12 ans. Bien sûr. Jusqu'à 12 ans. C'est une très grande différence. Sauf que ma génération, parce que je ne suis pas rentré que tout seul, hein, ma génération déjà avait eu une autre histoire beaucoup plus dure. C'est-à-dire qu'à 17 ans, j'ai eu mes premiers problèmes avec la police. Oui, mais c'est quand même pour L'histoire répondre à de M. Delarouche. Malika, oui, pardon, l'histoire de Malika est sans doute, merci, est sans doute plus proche de celle que vous racontiez, puisque Malika a vécu à la cour du roi Hassan II jusqu'à l'âge de 17 ans. Vous avez demandé, et le roi vous l'a accordé, à sortir de cette vie de château pour vivre une vie de jeune femme, ou de vie de château, cette vie recluse également. Et puis combien de mois plus tard, vous êtes retrouvé enfermé en prison? 2 ans plus tard. 2 ans plus 2 ans plus tard, oui. Donc de 5 à 17 ans au palais et de 19 ans à 38-39 ans en prison. Vous devez comprendre ce que je dis très bien. C'est que pour ce prisonnier rentré très jeune, les 4 murs le constituent complètement. Retiré de ces 4 murs, il y a un sentiment d'insécurité. Au fond, dehors, c'est plus dur que dedans. Et pour lui. Alors, je sais bien que ce n'est pas le cas de tous les prisonniers. C'est vraiment un cas extrême. De la même manière, cette jeune femme qui a fait cette expérience de plongée en milieu hostile, quand elle est descendue dans sa grotte, elle a essayé d'imaginer le temps, parce qu'elle n'avait pas de moyen de mesurer le jour et la nuit. Elle n'avait pas de montre, rien. De réveil. Donc elle avait des cycles qui étaient de son endormissement à son réveil. Et quand, au fond, nous, on a vécu 111 jours dehors, elle avait vécu 64 cycles. Donc une perception du temps qui change. Et pourtant, elle croyait que c'était des jours. Il manque des jours, alors? Il lui manquait des jours? Il lui manquait des jours. Ça posait un problème. Il manquait 50 jours, passé? quoi. Oui. Vous étiez passé? Oui, ça fait un problème. Alors, quand vous parlez de ce jeune garçon, il s'appelait Mehdi, je crois, et puis de cette jeune femme, vous dites que tous les deux ont eu plus que la tentation, le besoin de retourner à l'enfermement. Donc Mehdi, entre ces 4 murs, enfin, il est sorti quelques jours, il est retourné tout de suite. Shérif, il s'appelle. Shérif, pardon, excusez-moi. Et cette jeune femme, qui après 111 jours, a également émis le souhait de retrouver sa grotte. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que les Comment murs... vous l'expliquez ça, alors? Les murs constituent l'univers du prisonnier, et quand il en est sorti, quand il est jeté au monde, il a un sentiment terrible de perte d'identité, parce que son identité, c'est devenu la prison. Et la spéléologue, dans sa grotte, au fond, découvrait que la grotte était en elle, et elle voulait revenir habiter cette grotte. Et elle s'est arrangée, d'ailleurs, ce sont des stratégies de vie, de survie, pour se reconstituer des grottes dans son appartement, dans sa cave, et elle a commencé, en fait, à ne faire que désirer retourner dans l'antre de la terre. Et au fond, c'est... Vous comprenez ça, Malika? Tout à fait.
C'est-à-dire? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, femme libre, et en France, je ressens toujours ce besoin. Moi, je dis ça, c'est un malaise assez cyclique. Je compare ça à quelqu'un qui serait, pardon, qui aurait des crises de palu assez régulièrement. Je sens quand ça arrive, c'est assez physique, c'est le corps qui devient beaucoup plus fébrile, c'est psychologiquement, je me sens beaucoup plus faible, je n'arrive pas à confronter le monde et donc finalement je réalise que le bien-être c'est le refuge, c'est m'enfermer dans ma chambre, c'est ne plus voir les autres et finalement c'est doser la vie. Parce que la vie en elle-même est tellement difficile à vivre que le fait de revenir vers sa cellule, de toutes les façons, elle vous rattrape. Même si vous avez tellement l'envie de vous en défaire, elle est là pour vous rattraper. Et finalement, c'est parce que la vie en elle-même, c'est un poids. Il est difficile de vivre comme les autres. Donc, je comprends parfaitement qu'on éprouve ce besoin de revenir vers sa cellule. De la même manière que certains tombent amoureux de leur geôlier, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est ça Ça vous est arrivé? Vous l'avez connu, le syndrome de Stockholm, vous? Non. De tomber amoureux de votre Tchétchène? Non. Comprendre leur motivation, c'est une chose, je crois. Comprendre leur motivation, j'ai pas de difficulté avec ça. Ils étaient en guerre. Oui, là même plus. Je veux dire, ils avaient les motifs financiers. Ils étaient bien payés par rapport à une économie totalement détruite, par rapport à un environnement d'après-guerre où il n'y a rien qui fonctionne. Donc on leur promet des sommes mirobolantes. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de gens en France et ailleurs qui feraient ce boulot-là pour le prix pour lequel ils étaient payés. Maintenant, comprendre leur motivation, ça ne veut pas dire partager leur cause. Mais en soi, je crois que c'est un des mécanismes de survie. Quand on est dans ces situations d'enfermement, on se dédouble un petit peu. Il y a une partie de soi qui va chercher le dialogue avec les gardiens, essayer d'établir une relation, essayer de grappiller quelques avantages, essayer de les intéresser à quelque chose. Et puis ne serait-ce que discuter, j'imagine, quand c'est dans le silence. Essayer de rompre le silence, essayer de les amadouer un petit peu. Et puis, il y a une partie de soi qui refuse ça, qui se rebelle, qui va les insulter, qui va semer le doute chez eux, qui va hurler, qui les provoque. Et après, on se retrouve tout seul dans la cellule, on se retrouve face à soi et les deux parties du personnage passent leur temps à s'engueuler dans un débat infini sur ce qu'on va dire, comment on va engager la conversation, et ça ne se passe jamais comme prévu. Pascal, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on disait à l'instant, sur parfois le besoin de retourner en prison qu'a illustré Malika. Est-ce que vous l'avez vécu soit personnellement, soit est-ce que vous l'avez observé auprès de certains prisonniers? Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais effectivement, je l'ai connu, moi. Je l'ai connu chez des détenus. J'ai connu, par exemple, quelqu'un qui avait fait 15 ans sur une peine de perpétuité et qui ne voulait absolument pas sortir et qui re-rentrait dans la prison avec le camion des poubelles. C'est-à-dire qu'il cherchait par n'importe quel moyen à re-rentrer en prison, parce que son univers, c'était la prison. Ça fait combien de temps précisément que vous êtes dehors, vous? Moi, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Je suis sorti en septembre 97. Comment vous vous sentez? Bien. Ouais. Merci. Vous avez réussi à une réinsertion sociale, amoureuse, vous avez réussi à retrouver vos marques en tant qu'homme libre? C'est très difficile. C'est très difficile de réussir à reprendre sa place, d'abord parce qu'on n'en a pas. On nous le fait suffisamment savoir qu'on n'a pas de place. Donc soit on essaye d'en trouver une, soit on se la crée. C'est la solution que j'ai choisie. C'est-à-dire que moi, je finis mes diplômes d'éducateur sportif. Mais au niveau amoureux et sentimental, eh bien, il y a eu des déceptions, parce qu'en fait, j'étais marié quand je suis tombé, et à la fin de ma peine, quand je suis sorti, très peu de temps après, il y a eu une séparation qui est venue couronner le tout, quoi.